Maître, vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, je vais continuer avec vous tout en vous rassurant que je ne serai pas long. Alors, tout à l'heure, j'étais sur la défense du président Dadis qui a soutenu que ce sont les manifestants qui se seraient entretués entre eux. Alors, savez-vous que le président lui-même, dans son audition devant les juges d'instruction, il a reconnu que ce sont les bérets rouges qui sont allés commettre ces carnages au stade? Et parlant de ces bérets rouges qui sont allés au stade, je vais vous lire ce petit passage qui vient de lui. Les bérets rouges, à l'époque, étaient pour l'essentiel les soldats de la garde présidentielle. Je peux même confirmer la présence au stade de certains de ma garde, dont le commandant Toumba Diakité. C'est le président Dadis qui dit que sa garde était au stade et sa défense nous dit que ce sont les manifestants qui se sont entretués. Quelle contradiction. Monsieur Baouri, oui. Selon vous, la déclaration du président Dadis lui-même, selon laquelle c'est sa propre garde qui est allée au stade, et celle venant d'ailleurs, quelle est celle qui tient? La déclaration du président Dadis. Lui-même qui reconnaît que sa garde est allée au stade. Alors hier, sa défense a vanté ses mérites, qu'il a pris toutes les dispositions sur le plan judiciaire, les commissions d'enquête auraient été mises en place. Mais concernant la non-arrestation de ces éléments-là, les éléments de la garde présidentielle qui sont allés au stade, sa défense déclare que le président Dadis ne pouvait pas se substituer à la justice pour ordonner l'arrestation de qui que ce soit. Savez-vous qu'il a déclaré lui-même dans son audition devant les juges d'instruction qu'il a donné l'ordre à son ministre de la Sécurité présidentielle et à son chargé d'opération Feu Makambo d'arrêter le commandant Toumba Diakité? Vous le saviez? Je l'apprends. Pour l'arrestation du commandant Toumba Diakité, il donne les ordres. Pour l'arrestation d'autres éléments de la garde, il ne peut pas se substituer à la justice. Comment trouvez-vous ça? C'est inéquitable. Merci. Alors, ces éléments de la garde présidentielle ont quitté le camp Alpha Yaya. Ils ont quitté le président Dadis. Ils sont venus au stade. Ils ont commis les crimes. Ils sont revenus. Ils ont été reçus par le président Dadis lui-même. Pensez-vous que s'ils n'avaient pas agi sur ces ordres, ils allaient les recevoir comme cela, sans les sanctionner? C'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre ça. Ce matin, à 10 h selon lui, c'est Feu Makambo qui serait venu l'informer de la présence des bérets rouges au stade du 28 septembre. Mais le même Makambo qui était avec le président est arrivé au stade lui-même. Pensez-vous qu'il pouvait quitter le président et aller au stade sans son autorisation? Enfin. Il était avec le président. Après lui-même, il se trouve au stade. Il revient encore auprès du président sans sanction, sans dénonciation, rien. Pensez-vous qu'il pouvait en être ainsi s'il n'était pas allé au stade avec l'ordre ou l'autorisation du président Dadis? Peut-être de manière tacite, il a reçu, ou passive, il a reçu un encouragement. Il a reçu l'onction de son chef. Merci. Alors, ces éléments de la garde présidentielle, à part le commandant Toumba Diakité, le président Dadis a été auditionné par les enquêteurs. Il a été entendu ici à la barre. Il n'a révélé aucun nom, alors que c'est lui-même qui confirme que sa garde est allée au stade. Selon vous, si ces éléments-là n'étaient pas allés sur ces ordres,
il n'allait pas donner leur nom, il n'allait pas les dénoncer? Ce qui aurait été tout à fait logique. C'est parce que ces éléments sont allés au stade sur ces ordres qu'il n'a pas daigné révéler leur nom ni aux enquêteurs, ni au tribunal, ici à cette barre, à part le commandant Toumba Diakité. Alors, je continue. Je voulais savoir, hier, vous avez entendu la défense du président Dadis dire que vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé au stade. Quand l'autorité vous interdit, il faut obéir. On vous a interdit, vous êtes allé, vous êtes à l'origine. Cette déclaration n'apparaît-elle pas comme une manière de dire que c'est une punition que le président Dadis vous a infligée? C'est tout à fait possible. Ce n'est pas une forme d'aveu? Tout à fait possible. On vous a dit de ne pas aller, vous êtes allé, vous êtes à l'origine. Vous vous attendiez à de telles déclarations? Pas du tout. Après ce qui est arrivé? Non. Merci, M. Baoui. Alors, avant de terminer, je voudrais savoir, vous savez, hier, à plusieurs reprises, la même question vous a été posée. C'est parce qu'elle a un intérêt. Entre le début des tirs au stade, l'arrivée de M. Toumba Diakité à votre niveau, il s'est écoulé combien de temps? Cette question, je vais vous donner son intérêt. Avant de vous laisser, même si vous ne pouvez pas donner avec exactitude, au moins d'une manière approximative, le colonel Moussa Tiegro Kamara a déclaré qu'il était déjà au niveau du pont kenyan. C'est de là qu'il aurait été informé et il serait revenu au stade. Imaginez, le temps de quitter le camp, et plutôt le pont kenyan, ce jour avec toutes les barricades qu'il y avait sur la route, et revenir au stade, rentrer au stade, trouver encore le commandant Toumba là-bas. On suppose que ça a pris du temps s'il n'était pas au stade. Je veux savoir, selon vous, approximativement, il s'est écoulé combien de temps avant que vous ne voyiez le colonel Tiegro devant vous au stade, quand les tirs ont commencé? Comme je vous l'ai dit, je n'avais plus la notion du temps. Avec l'arrivée du commandant Toumba Diakité, l'exfiltration du plus grand lot de responsables, la débandade, nos efforts pour sortir la Cellou de la pelouse et par la suite le fait d'apercevoir le colonel Tiebro. Vraiment, je n'ai pas exactement la notion du temps, mais à ce moment-là, le temps m'a semblé très long. Ça peut se comprendre avec les émotions de ces jours. Mais je veux savoir, le véhicule dans lequel le colonel Moussa Tiegro Kamara vous a embarqué était garé où? De l'autre côté de la voie, en direction de Kaloum, parce qu'on a traversé l'esplanade pour monter dans la Jeep et continuer tout droit. Donc la direction s'orientait vers Kaloum. D'accord. Donc c'était proche du stade? Oui, le véhicule était proche du stade? Oui, c'est vrai. Alors imaginez, M. Baouri, ces jours, mis à part les barricades, quand les tirs ont commencé, avec cette foule qui était au stade, ce n'est pas la débandade? Si le colonel Moussa Tiegro était jusqu'au niveau du pont kenyan, est-ce qu'il pouvait venir franchir toute cette marée humaine qui était déjà en débandade, arriver avec le véhicule jusqu'au niveau du stade? Est-ce que cela était possible en un clin d'œil? Bon, pas en un clin d'œil, mais dans un si temps record. Cela était possible? Bon, comme je n'étais pas dehors, et je ne savais pas quelle est l'atmosphère qui pouvait y exister, bon, je ne peux dire que... Raisonnablement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il était bel et bien au niveau du stade. Il ne veut pas reconnaître sa responsabilité par rapport à l'ouverture du stade, parce que plusieurs manifestants déclarent qu'il est à l'origine de l'ouverture du stade. Contrairement à cette déclaration, à l'enquête préliminaire, selon lesquelles c'est les manifestants qui auraient forcé
l'ouverture de ce stade-là. Je voulais savoir, les manifestants avaient ces jours-là quels moyens en main pour pouvoir forcer l'ouverture du stade du 28 septembre? Ils avaient quoi? Aucun moyen, en principe, s'ils étaient réellement les personnes qui étaient là dans le cadre de la manifestation. Parce que c'était formellement interdit de venir avec aucune arme, aucun instrument susceptible de pouvoir blesser ou d'agresser quelqu'un d'autre. À plus forte raison, des pics pour défoncer un portail aussi solide que ceux du stade du 28 septembre. D'accord. Au niveau de la clinique Ambroise, c'est l'équipe entre l'équipe de Toumba Diakité, l'équipe qui a été sauvée par Toumba Diakité, et celle qui a été sauvée par le colonel Moussa Tibro Camara, quelle est celle qui est arrivée en première position? Je ne saurais le dire puisque nous ne les avons pas trouvés sur place, mais a priori, j'estime qu'eux, ils étaient nettement devant nous puisque entre leur départ et notre sortie du stade, a priori, un certain temps s'était écoulé. Ça veut dire que vous n'êtes pas vu au niveau de la clinique? Non, on ne s'est même pas rencontré. Est-ce que vous avez vu le commandant Toumba au niveau de la clinique? Je ne l'ai pas vu. Personnellement, je ne l'ai pas vu. D'accord. Alors que le colonel Moussa Tegro lui déclare que c'est l'équipe qui était venue là-bas avec les grenades pour menacer, qu'il y avait le commandant Toumba Diakité à la clinique Ambroise. Ce sont ces déclarations. Vous ne l'avez pas vu? Je n'ai pas vu et les deux personnes qui étaient en face de nous étaient également en face du colonel Tibrou. D'accord. Alors, lorsque vous êtes arrivé au niveau du camp Samori, est-ce que le colonel Moussa Tibrou est resté avec vous? Dès qu'on a été pris en charge au dispensaire, et il est reparti. Ah, lui, il est reparti, il vous a laissé là-bas. D'accord. Avant de terminer, vous savez, l'une des grandes fiertés du président Dadis et de sa défense est qu'il aurait pris le pouvoir sans effusion de sang. C'est sa grande fierté. Le 28 septembre 2009, pour un simple meeting, pour lui dire non, il a envoyé les bérets rouges. Il y a eu carnage. Le 23 décembre 2008, jour de sa prise du pouvoir, il n'y a eu opposition, ni de la part de l'armée, ni de la part de la population civile. À la lumière de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, si le 23 décembre 2008, la population civile sortait dans les rues pour s'opposer au pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara, il n'y aurait pas eu de carnage selon vous? C'est très probable. C'est probable. Ça veut dire que si ce 23 décembre 2008, il n'y a pas eu de problème, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas eu d'opposition à son pouvoir. C'est pas ça? C'est un premier aspect, mais d'autres avaient travaillé pour que, à l'issue du départ ou du décès du général Lansana Conté, que tout ce qui était susceptible d'exploser et qui pourrait amener à des règlements de compte, on a désamorcé ça et j'en suis très heureux d'avoir appartenu à ce dernier gouvernement et on a travaillé consciencieusement à faire en sorte qu'après le général Lansana Conté, qu'il n'y ait pas d'explosion de violence ou de règlement de compte. Effectivement, vous l'avez dit, le jour de votre première audience, que les raisons pour lesquelles vous avez accepté d'appartenir à ce gouvernement, c'était pour préparer de manière institutionnelle la succession du président Conté, éviter les problèmes au pays parce qu'il tendait déjà vers la fin de son règne. Mais au moment où vous étiez en train de travailler techniquement, politiquement, le président Dadis lui nous a déclaré ici que durant plus de 3 ans, lui, il recrutait les hommes qu'il entretenait à son domicile. Selon vous, lorsqu'on recrute les hommes,
pour les entretenir durant des années, pour guetter la mort du président en place, est-ce que c'est pour prendre le pouvoir d'une manière pacifique ou bien c'est pour le prendre par la violence? C'est tout à fait normal de penser que c'est pour un coup de force, mais il faut rappeler que la période qui a prévalu avant le décès du général Lansana Conté était émaillée de beaucoup de troubles, notamment des mutineries militaires. Merci, M. Baouri. Merci. Alors, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que le président Moussa Dadis Camara, sur la question de la conquête et la conservation du pouvoir, il s'était préparé et il était prêt depuis longtemps pour la violence? A priori, on peut le penser. Merci, M. Baouri. Est-ce qu'on peut dire que le 28 septembre, plutôt effectivement le 28 septembre 2009, le président Moussa Dadis Camara était déjà prêt pour la violence, pour la conservation de son pouvoir, au regard de tout? Au regard de tout cela, on peut le penser. Merci, M. Baouri. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Plus de questions. Monsieur le Président, les partis civils ont fini pour le moment. Merci, M. Amadou Riva. Merci. Vous pouvez disposer. Il y a des questions? Comme personne n'a levé la main, revenez s'il vous plaît. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. On ne revient pas, avant que vous ne commenciez, on ne revient pas sur les questions posées et répondues. Ok, M. le Président. Merci de m'avoir donné la parole, honorable assisteur. M. Ba, et vous avez fait un exposé très précis, très concis et très clair. Et moi, je voudrais juste poser quelques petites questions de précision. Est-ce que du stade 28 septembre jusqu'à la clinique Ambroise Paré, en dehors de ces deux endroits, vous avez subi d'autres violences ailleurs? En dehors du stade, nous n'avons pas subi de violence. Ce qui veut dire que... La seule violence, qui est une violence psychologique, c'est au niveau de la clinique Ambroise Paré, lorsqu'on nous a intimé l'ordre de vider les lieux au risque de recevoir une grenade. Ok. Mais est-ce qu'au niveau du stade déjà, il y avait pas mal de militaires, il y avait des miliciens, il y avait pas mal d'individus qui étaient armés, et ainsi de suite? Est-ce que, M. Ba, vous pouvez, si on vous le montrait, vous pouvez reconnaître M. Paul Mansa Guilabogui? Je ne pourrais pas le reconnaître puisque je ne le connaissais pas. Je ne peux pas, à un moment donné, estimer que je l'ai vu. Et 13 ans après nos figures, notre physique, tout a changé. Donc ce serait vraiment tout à fait hasardeux de dire que je peux le reconnaître. D'accord. Mais est-ce que vous avez été victime d'enlèvement lors de ce 28 septembre? Enlèvement, c'est-à-dire? Parce que M. Paul Mansa Guilabogui est poursuivi devant ce tribunal pour enlèvement, séquestration. Personnellement, nous n'avons pas été enlevés. Ok, donc non plus, vous n'avez pas été séquestré non plus? Non. Donc est-ce qu'avec moi, vous pouvez confirmer devant ce tribunal que vous n'avez pas du tout été victime d'une quelconque malfaisance de M. Paul Mansa Guilabogui? De la part de M. Paul Mansa, ne le connaissant pas, je ne peux pas être affirmatif. Étant donné que vous n'avez pas été enlevé, vous n'avez pas été séquestré, et lui, il est poursuivi pour ces faits devant ce tribunal. Bon, pour ces deux faits, à titre personnel, je peux dire que je n'ai pas été ni enlevé ni séquestré par M. Paul Mansa. Merci, M. Ba. Merci. Je vous remercie. Monsieur Ba, je reviens à la charge. Est-ce que vous savez que certains intervenants à ce procès
ont tendance à transformer ce procès en une tribune politique. La manifestation du 28 septembre, les événements et la tragédie, tout cela se sont passés dans un cadre éminemment politique. Non, je parle du procès. Ce procès, nous sommes dans le cadre d'un procès. Vous ne voyez pas la nature des questions, les réactions. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de transformer ce procès en une tribune politique? Personnellement, je ne le pense pas parce que les questions qui sont posées relèvent du rôle, de la compréhension des plus hautes fonctions dans un pays. Et la barbarie et la violence qui s'est exercée sur la population interrogent la compréhension des institutions, de leur rôle, de leur mission dans un pays comme le nôtre. Est-ce que vous savez qu'une partie de la défense a voulu vous faire dire concernant le colonel Tchebro ce que vous n'avez pas observé au stade du 28 septembre? C'est possible. Quand vous dites que c'est possible, vous savez, nous sommes devant un tribunal criminel. Nous sommes dans l'ambiguïté. Quand vous dites que c'est possible, pour vous savez dire quoi? Parce que ce tribunal a besoin d'explications très précises. C'est possible. Je ne peux dire que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu dans le cadre d'un procès pénal, ce que d'autres ont vécu, d'autres ont subi, c'est à eux de l'expliciter et au tribunal de faire la synthèse globale en faisant la part des zones d'ombre et des zones qui sont explicites. C'est ça le rôle et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs témoins. Mais vous savez que vous n'avez pas le statut de témoin à la barre. Bon, a priori, je suis témoin et partie civile. Si les termes ne sont pas adaptés, vous m'excuserez puisque je ne suis pas juriste. Donc vous êtes partie civile à ce procès. Vous n'avez pas le statut de témoin, à ce que je sache. Peut-être victime, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous savez que le colonel Tchebro a déclaré à cette barre qu'il n'était pas présent lorsque le président Dadis échangeait avec M. Sidya Touré, qui n'était pas présent, celui il a déclaré à cette barre? Je n'ai pas de réponse. Oui, mais quand on vous pose cette question, vous dites que vous confirmez, c'est possible, alors que vous n'aviez aucun élément de ce genre. Je ne comprends pas votre question. Non, on vous a posé la question de savoir est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tchebro Camara était présent lorsque le président Dadis échangeait avec Sidya Touré? Le fragment de texte qui a été lu est tiré d'un PV dans le cadre des audiences pour constituer les dossiers pour ce procès. Donc, à moins de dire que c'est faux, je ne peux qu'attester que c'est à la suite, disons, devant le pool des juges, que ça a été déclaré. Si tel n'est pas le cas, il faudra le préciser. Il l'a précisé, ce qui a été mentionné devant le pool des juges d'instruction, il n'avait pas affirmé ainsi. Ce n'est pas lui qui a déclaré qu'il était présent. Ça a été mentionné, mais ce n'est pas sa déclaration devant les juges d'instruction. Il l'a réitéré devant le tribunal. Je ne peux pas me prononcer. Est-ce que vous savez qu'on a essayé, par exemple, comme je parlais d'une partie de la défense tout à l'heure, qu'on a essayé de vous pousser à reconnaître que les militaires qui étaient au niveau de la clinique d'Ambroise Paré étaient des sujets de colonel Tchebro Camara? Si tel était le cas, ces deux agents devraient être démis de leurs fonctions et arrêtés, puisque ne répondant pas
et ne respectant pas les ordres de sa hiérarchie la plus directe. Donc vous confirmez que ce n'est pas des sujets du colonel Moussa Tchebro Camara? En tout cas, il avait l'air de n'avoir aucune autorité sur eux. Et sur la scène concernant la femme qui était encerclée par des hommes en uniforme, et là aussi, on a voulu vous amener à dire que le colonel Tchebro a bien observé la scène et qu'il n'a pas réagi. On est passé à côté. Ce que j'ai vu, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas vu. Pourquoi? Parce que c'était à côté et c'était remarquable. C'était une situation qui ne pouvait laisser personne indifférente. Pourquoi alors, lorsque vous étiez dans les gradins, ce que vous avez observé, ce n'est pas ce que le président Seloudane a observé, selon vous-même? Bon, nos regards peuvent ne pas aller dans la même direction, puisque peut-être ce qui se passait n'avait rien d'exceptionnel. Les tirs. Les tirs, tout le monde s'est posé la question d'où viennent les tirs. Et avec la panique, certains regardaient à gauche, d'autres regardaient la pelouse et voyaient les gens détalés comme de petits moineaux, certains tombaient, d'autres cherchaient comment se sauver. Donc, vous voyez, nous n'avions pas tous nos regards dans la même direction et dans le même sens. Mais est-ce que vous ne pouvez pas estimer aussi que par rapport à cette scène, vous n'avez pas les regards tournés, vous n'avez pas observé le colonel Tchebro pour savoir s'il observait effectivement cette scène? Vous? C'était suffisamment visible. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut passer là-bas sans que son regard ne se porte sur cette scène qui est particulièrement humiliante. Peut-être c'est pour vous que c'était visible, tel que vous l'avez toujours déclaré, c'est pour vous que c'était visible, pas pour lui. Vous ne pouvez pas affirmer que c'était visible pour lui. C'est possible, mais un être normal ne peut pas passer devant cette scène sans la voir et éventuellement, si c'est une autorité, prendre les mesures pour faire cesser ou pour faire arrêter. Éventuellement. Je continue. On a également essayé de vous amener à confirmer que le colonel Tchebro était le coordinateur du massacre, ici. Je ne peux pas me prononcer, n'ayant ni l'information ni la compétence pour le vérifier. Mais vous avez semblé le confirmer la dernière fois. Je n'ai aucun élément pour le faire. Merci. Lorsqu'on a parlé de cortège, quand vous déclarez que vous n'avez rien observé derrière vous, qu'est-ce que cela signifie? Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien observé, il n'y avait presque absolument rien, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure. À partir du moment où on a continué, on n'était pas suivi. Le seul cortège qu'on a rencontré, c'est le cortège de la hiérarchie militaire qui quittait Kaloum vers le stade. Et le colonel Tchebro a arrêté sa jupe et il a échangé pendant quelques instants avec les hauts officiers de la police nationale. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que celui-là qui affirme, qui tient de tels propos, doit en rapporter la preuve qu'il y avait un cortège? Quel cortège? Le cortège qui vous suivait. On a déclaré qu'il y a un cortège qui vous suivait et que vous étiez suivi. Vous n'étiez pas seul. À moins que ce soit un cortège particulièrement silencieux et presque invisible. Merci. Et lorsque vous déclarez que vous n'avez pas les mêmes informations que le commandant Toumba, qu'est-ce que cela voudrait dire encore? Explicitez votre question. Vous avez déclaré à cette barre, si mes souvenirs sont exacts, c'était hier ou avant-hier, que vous n'avez pas les mêmes informations, à la réponse à une question, que vous n'avez pas les mêmes informations que le commandant Toumba. Ah, je ne sais pas quelles sont les informations qu'il a. Qu'est-ce que vous avez voulu insinuer?
Je ne peux rien dire puisque la question me semble un peu... ce n'est pas clair. Je poursuis. Est-ce que le commandant Toumba, parce que là il y a une confusion, le tribunal veut bien comprendre, le commandant Toumba était présent lorsque vous avez appelé le colonel Moussa Tcheboro Kamara au secours? Mais je ne l'ai pas vu. Parce qu'il a déclaré que lorsqu'il a accompagné, il a amené les autres leaders dehors, qu'il serait revenu et qu'il a trouvé le colonel arrêté, Selou Dalen à terre. Il s'est exclamé. Vous avez observé ça? Bon, vous savez, ce que je peux dire, puisque je n'ai pas vu, ne peut ne pas être une contradiction avec ce que le commandant Toumba a pu dire. Bien Parce sûr. que de loin, on peut s'assurer, peut-être que d'autres yeux nous regardaient lorsqu'on se débattait avec les agents qui nous assénaient de coups. Et lorsque le colonel Tcheboro s'est approché, je n'ai pas regardé est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui, de loin, pouvaient nous apercevoir. Non, lui, il a déclaré qu'il a trouvé que le colonel Tcheboro, parce que vous ne vous êtes jamais séparés, depuis que Elhadj Selou Dalen s'est évanoui, vous ne vous êtes pas séparés de lui, à ma connaissance. C'est clair. Voilà. Donc lui, il déclare qu'il est venu trouver le colonel Tcheboro arrêté, Elhadj Selou Dalen à terre. C'est deux versions. Bon, peut-être ça mérite d'être explicité. Non, est-ce que vous avez été très clair? Le commandant Toumba n'était pas là. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok, merci. Et vous savez que, en ce qui concerne le président feu Jean-Marie Doré, Mouktar a déclaré, le président Mouktar a déclaré dans son PV à la page 2 qu'il était avec M. Lousseni Fall et Sidia Touré, qui n'était pas avec le président Jean-Marie Doré. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être une omission. Pardon? Peut-être qu'il a oublié de mentionner le président et porte-parole des forces vives, Jean-Marie Doré. Non, Jean-Marie Doré lui-même a déclaré, si vous permettez, avec la permission du tribunal, ils m'ont fait mettre à genoux et M. Talibé a été conduit vers une autre direction. Un des soldats a dit à Marcel Dilavogui, je lui loge 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas faire ça et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit, Marcel lui répond, s'il le fait, coupe-lui les oreilles. N'ayant pas de couteau pour le faire, il s'est servi d'une barre de fer pour frapper les tendons du pied gauche. Au même moment, j'ai vu Tcheboro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits Lousseni Fall, Sidia Touré et Mouktar Diallo, que j'ai retrouvé assis dans une voiture et ensanglanté. J'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière. Bon, je suis incompétent pour dire quoi que ce soit, puisque ce sont des scènes que je n'ai pas vécues. Et nous avons, par rapport à ça, nous avions compris que, ou j'ai compris,
ou sans chercher à approfondir, que le doyen Jean-Marie Doré et tous les autres étaient partis en même temps. Non, le colonel Toumba, le commandant Toumba a déclaré ici qu'il n'avait qu'un seul véhicule. Donc si les trois sont montés à bord de son véhicule, c'est que le feu Jean-Marie Doré était dans un autre véhicule, qui n'est pas celui de commandant Toumba. C'est dommage, les morts, on ne peut pas les ressusciter. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner pour apporter un éclairci par rapport à cet aspect. Vous dites que lorsque vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas retrouvé les autres leaders là. Je ne les ai pas vus à ce niveau. Comment vous expliquez ça? Alors qu'ils vous ont précédé, ils sont arrivés là. Parce qu'entre leur départ et le nôtre, il m'a semblé qu'une éternité s'était écoulée. Donc c'était tout à fait logique qu'on ne soit pas, qu'on ne se rencontre pas à la clinique, puisque pour moi, ils étaient partis depuis très longtemps. Comme ils ont été conduits par le commandant Toumba, vous savez que le colonel Tcheboro a déclaré ici que lorsqu'ils sont arrivés, vous êtes arrivés à cet endroit, que le commandant Toumba était présent. C'est lui qui a menacé de faire exploser la clinique. Et je suis formellement catégorique, ça ne correspond pas à la vérité. C'est votre version des faits que vous donnez. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que le colonel Tcheboro a vu, et le personnel de la clinique Ambroise Paré peuvent témoigner à juste titre, puisque eux, ils étaient là-bas. Vous ne pouvez pas être catégorique, formel. Ce que vous avez vu, c'est ce qu'il a vu. Non, pas du tout, puisque je n'ai pas vu le commandant Toumba Diakité au niveau de la clinique, ni l'entendre dire, menacer. Ça me semble tout à fait non conforme à la vérité. Ok. Vous savez, je vous lis ce que lui-même, le commandant Toumba, a dit. Dans son PV à la page 6. Par la suite, j'ai démarré en trompe pour déposer les leaders à Ambroise Paré. C'est là que Tcheboro, il est clair, hein? C'est là que Tcheboro, Marcel et leur contingent militaire nous ont rejoints. Alors que vous étiez avec le colonel Tcheboro. C'est le commandant Toumba qui parle. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux pas être affirmatif parce que le moment où le commandant Toumba est parti et le moment où nous avons pu nous extirper de la pelouse et être à l'intérieur de la cour et apercevoir le colonel Tcheboro arriver, l'appréciation du temps... Ce n'est pas à ce niveau, je parle de la clinique. Laissez-le finir, mais rien ne me dit qu'entre notre départ et le départ du cortège ou bien de M. Toumba Diakité avec les autres, est-ce qu'il y a eu 10 minutes, 15 minutes, je ne saurais le dire. Mais le temps m'a paru long. C'est une intuition, cela ne veut pas dire que j'ai regardé ma montre pour chronométrer. Je ne parle pas de montre. Le commandant Toumba dit qu'il a vu le colonel Tcheboro à la clinique Ambroise Paré. Et vous n'avez pas vu le commandant Toumba à la clinique Ambroise Paré. C'est là la confusion. Je veux dire qu'avant que le colonel Tcheboro arrive au stade, où est-ce qu'il était? Ça, je ne saurais le dire. Et quel est le temps qui s'est écoulé entre la clinique Ambroise, le stade et le fait de rentrer et de nous trouver à l'intérieur de la cour du stade. Je ne saurais pas le dire de manière explicite, mais peut-être que c'est explicable. Vous avez déclaré qu'à un moment donné, le commandant Toumba a regroupé les leaders. Alors pourquoi il ne s'était pas intéressé
à vous personnellement, au président Cellou Dalein Diallo, qui avait besoin de secours en ce moment-là, alors que les autres n'avaient pas besoin d'un tel secours? Je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, parce que je pense qu'a priori, vaut mieux sauver le plus gros lot et les autres, ceux qui restent, peut-être dans un second temps, voir ce qui est possible. Et implicitement, j'estime également que s'il avait été accompagné par ces éléments, rien ne l'aurait empêché de manière logique de dire « prenez en charge ces deux-là et suivez-moi ». Pour vous qui étiez présent, qui est-ce qui avait besoin de secours immédiatement? Dans des situations aussi exceptionnelles, il vaut mieux sauver le plus grand nombre et s'occuper des autres par la suite. Même s'il y a un d'entre eux qui est mourant? Peut-être en s'occupant de nous, ça aurait mis les autres également en danger. Est-ce que vous savez que ce jour, tous les officiers supérieurs, les officiers généraux étaient informés par Talki Walki qu'il y avait déjà des tirs au stade du 28 septembre? Est-ce que vous le saviez? Je ne sais pas, je ne savais pas. Tous les officiers généraux étaient informés. Vous-même, vous avez déclaré que vous avez croisé. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si d'autres officiers étaient informés par quel moyen. Mais cela veut dire, en parenthèse, que c'est inquiétant pour notre pays si tous les officiers savent qu'il y a des tirs contre la population civile et que chacun reste tranquillement chez soi. Je trouve que c'est révoltant. Moi, je suis formel que toutes ces autorités étaient informées. Le seul qui a pris sa responsabilité et qui est revenu, c'est le colonel Moussa Tchebro Camara. Si eux tous, ils avaient fait la même chose, est-ce qu'on allait assister à un tel dégât au stade du 28 septembre? C'est raison de plus et c'est la raison pour laquelle j'ai dit et je répète, l'arrivée du colonel Tchebro à l'intérieur du stade a été pour nous une bouée de sauvetage. Merci. Merci. Par rapport à l'ouverture des portes du stade du 28 septembre, le président Cellou Dalein Diallo a déclaré devant les juges d'instruction que c'est sur la demande de colonel Moussa Tchebro Camara qu'on a ouvert les portes du stade. Ce que je veux savoir, vous étiez dans quelle position par rapport au président Cellou Dalein Diallo lorsque vous rentriez au stade? On était tous ensemble à l'entrée de l'université et lorsque la foule s'est présentée et que le cordon a sauté, pratiquement on ne sait pas comment les uns et les autres ont pu se retrouver à l'esplanade, portés comme sur le dos de certains sympathisants pour être conduits à l'intérieur. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le stade a été ouvert. Le stade a été ouvert avant. Bien avant? Bien entendu. Donc, le président Cellou Dalein qui était avec vous ne pouvait pas savoir et observer lui-même que c'est le colonel Tchebro qui a donné l'ordre des instructions qu'on ouvre le stade. Et je ne veux pas discuter la déposition ou le témoignage de l'un d'entre nous, mais je pense que certainement, par oui dire, il a appris que ça a été le cas. Je pose la question parce que, pour moi, c'est mon point de vue, sa comparution ici paraît hypothétique. C'est pourquoi je vous pose cette question. Bon, je ne suis pas en mesure de répondre, mais physiquement, là où on était, on ne peut pas savoir comment les choses se sont passées, à moins que, parmi nos militants, que quelqu'un dise, voilà, ça s'est passé comme tel, et à partir de là, on a pris comme effectif cette information. Merci. Et le commandant Toumba a déclaré il a déclaré à cette barre que El Hadj Cellou Dalein doit se repentir partout où il est.
Il dit Selou était dans la confusion après les événements du 28 septembre. Mais à présent, avec le recul, il comprend mieux les choses. De façon imagée, il a parlé du système de filtre, la décantation. Est-ce que ce n'est pas la posture que vous adoptez ici? Non, nullement. J'ai été de bout en bout suffisamment lucide. Non, parce que ce que vous avez dit avant-hier, vous avez été très formel avant-hier sur certaines choses. Et hier, c'est possible. Aujourd'hui, c'est autre chose que vous dites. C'est pourquoi je m'exprime ainsi. Tout ce que j'ai vu par moi-même, je l'ai relaté. Tout ce que j'ai entendu par oui dire, je me réserve de prendre cela à mon compte. Si parmi nous, certains ont pris à leur compte des informations de seconde main, ça c'est peut-être tout à fait compréhensible vu les circonstances. Je vous donne un exemple. Avant-hier, quand je vous ai posé la question de savoir si le colonel Tchebro n'a pas eu d'attitude négative à votre égard, vous avez affirmé haut et fort qu'il n'y a pas eu d'attitude négative. Et je le maintiens et je le réitère. Bon. Par contre, hier, vous n'avez pas été très formel. Et aujourd'hui, vous êtes allé jusqu'à parler d'injonction. Lorsqu'il y a eu au cours des discussions, qu'il a donné des injonctions, qu'il y avait des injonctions qu'il avait données. C'est une manière de décrire une scène à laquelle vous ne participez pas directement, où il y a eu des voix. Certains parlent haut et fort, d'autres avec l'allure militaire, même s'ils vous disent bonjour, c'est comme s'ils vous donnent des ordres. Donc c'est une question d'interprétation. Ça n'enlève en rien le caractère tout à fait globalement, à ce moment-là, convivial de l'entretien, puisque aucun d'entre nous ne se sentait menacé par qui que ce soit. Qu'est-ce que ce tribunal peut retenir? Qu'il y a eu une volonté de la part du colonel Tchebro d'inciter les responsables à renoncer à la manifestation et à la reporter, et ce qui n'était plus possible. Merci. Le fait que le colonel Tchebro ait tenté de vous demander de reporter la manifestation, le meeting, est-ce que cela correspond à un empêchement quelconque? La manifestation avait déjà démarré. Non, parce qu'hier, on vous a dit que c'était les prémices, parce qu'il vous a empêché. Le mot empêchement, est-ce qu'il a empêché? Qu'il a empêché, qu'il avait tenté d'empêcher la tenue de la manifestation? Et c'est ce qui a constitué les prémices du massacre. Les mots n'ont pas tellement leur importance dans ce que nous sommes en train de décrire. Ici, les mots ont un sens. Empêcher ou demander à renoncer, ou la réalité est restée la même. Il y a eu la manifestation. Non, lui, dans son propos, il a demandé le report ou bien il a tenté d'empêcher la tenue de la manifestation. Pour vous? C'est une question d'interprétation. Quelqu'un qui dit reporter alors que vous êtes déjà au cœur de la manifestation, quelqu'un peut l'interpréter comme une volonté d'empêchement. Et quand on dit, là aussi il y a une confusion, quand on dit que le colonel Tchebro, lorsque vous avez affirmé que le colonel Tchebro n'avait pas d'autorité sur les militaires, c'est seulement au niveau, vous l'avez déclaré, par rapport à la clinique Ambroise Paré, oui ou non? C'est simplement ce que j'ai vu. Les deux qui se sont présentés pour dire si vous ne les sortez pas, on jette une grenade à l'intérieur de la clinique. Et comme c'est le colonel Tchebro qui nous a amenés à cette clinique, cela veut dire de manière flagrante, il n'avait aucune autorité sur ces deux personnages. Est-ce que vous, personnellement, vous avez une fois assisté à un viol collectif?
Pas du tout, mais la scène que j'ai vue à l'esplanade du palais du stade du 28 septembre, où une femme seule, entourée par des gaillards en uniforme, qui cherchaient à la mettre nue et que celle-ci se débattait pour cacher sa nudité, est un viol. Oui, parce qu'hier, on vous a demandé, on vous a posé cette question, vous avez affirmé voilà, que ce que vous avez vu au stade du 28 septembre, c'était du jamais vu, alors que celui qui vous avait posé la question faisait état d'un viol collectif. Ça dépend de votre entendement du viol collectif. Si ce que cette pauvre femme a subi n'est pas un viol collectif, c'est une question d'interprétation. Vous avez observé à cet endroit un acte de pénétration sexuelle? Choisissez vos mots, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas moi qui choisis le mot, c'est ce qui est indiqué par le législateur. Ce n'est pas moi. C'est ce que vous avez observé à ce niveau-là? Ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit. Étiez-vous présent lorsque le colonel Tchebro s'entretenait avec M. Sidi Touré? Comment j'aurais pu l'être? Pardon? C'est impossible. Nous n'habitons pas ensemble. Non, au stade du 28 septembre. Parce que des questions ont été posées au stade du 28 septembre. Lorsqu'il y a eu ces conversations, nous étions tous en ligne et il était face à tout ce monde, le colonel Tchebro. Donc la conversation n'était pas privée, elle s'adressait à tout le monde. Ceux qui voulaient prendre la parole la prenaient. Personnellement, je n'ai pas cherché à prendre la parole. Est-ce qu'il a menacé quelqu'un devant vous? Vous l'avez entendu menacer quelqu'un à cet endroit? Dans les circonstances de ce moment-là, je n'avais pas une attention particulièrement sur les échanges des conversations. Donc peut-être il se pourrait qu'il y ait eu des écarts de langage, mais ça n'a pas tellement d'importance à mon niveau. Lorsqu'on a lu le PV de Mathurin hier, le général Mathurin hier, on a indiqué que Mathurin a dit qu'il a appris que telle et telle personne était impliquée dans le massacre au stade du 28 septembre. Vous avez affirmé que vous croyez, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, parce que Mathurin a dit qu'il a appris. Et vous avez confirmé. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Et vous vous fondez sur quoi pour tirer la conclusion selon laquelle le colonel Tchebro n'était pas qu'avec son garde du corps? N'était pas? Il n'était pas seul, il était avec d'autres policiers ou gendarmes. Il n'était pas qu'avec son garde du corps, parce que le colonel a affirmé ici qu'il était avec son garde du corps seulement. Vous avez affirmé qu'il y avait d'autres personnes en plus de... De la même manière que lorsque le commandant Toumba est rentré au stade et qu'à mes yeux, suivant les instructions qu'il donnait, il apparaissait être le chef, de la même manière, lorsque je vois des gendarmes qui portent l'uniforme et qu'autour le colonel Tchebro est présent, pour moi, c'est lui le chef. Mais vous savez que la CMIS ne relevait pas de colonel Tchebro. Je distingue les uniformes. Mais est-ce que vous savez que la déclaration d'une victime, on a lu les PV des victimes ici, la déclaration d'un plaignant n'est pas une preuve ici. Est-ce que vous le saviez? Je ne suis pas homme de droit. Parlant de la hiérarchie militaire, Maître Jokame hier a donné lecture d'une liste. Moi, je vais vous donner lecture de l'article 5, si le président le permet, de la loi portant statut général des militaires.
l'article 5. La hiérarchie militaire se compose 1. de grade des hommes du rang, soldat, caporal, caporal-chef. 2. Grade des sous-officiers, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, major. Grade des officiers, aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Grade des officiers généraux, général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée. Quand vous parlez de commandement en chef, est-ce qu'on a fait état du chef de l'État ici? Je n'ai pas de réponse. Ça, c'est la loi, c'est la loi. C'est la loi qui s'applique en la matière. Je pense que le statut du commandant en chef des forces armées relève d'un autre statut et qui est au-dessus de toutes les autres hiérarchies telles que vous le dites, parce qu'un civil peut être le commandant en chef des forces armées. Si je poursuivais la lecture, j'aurais pu vous démontrer que ces personnes citées relèvent toutes du ministre de la Défense. Et comme vous le dites, et comme l'a dit... C'est ce que la loi dit. Le statut du commandant en chef est très explicite. Il commande tout le monde. C'est ce que vous pensez. Et dernière question, est-ce que vous savez qu'il appartient, ici devant ce tribunal criminel, qu'il appartient à celui-là qui prétend avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve? Bon, je pense que l'organisation du tribunal est telle que parmi tous ces magistrats, chacun a un rôle spécifique en la matière. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Baouri, je suis une fois de plus heureux d'échanger avec vous. C'est partagé. Vous vous rappelez que j'avais parlé du complot, mais en parlant du triangle. J'ai parlé des leaders politiques, du pouvoir, mais d'une tierce personne. On n'avait pas parlé de cette tierce personne. Et deuxièmement, lors des échanges, on a tenté de vous amener à vous dédire à l'égard de Marcel. Mais vous avez été constant. Ce sont les raisons qui m'amènent encore à prendre le micro et on va faire une sorte d'échange. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a eu des enquêtes sérieuses dans cette affaire? Je ne suis pas compétent pour juger de la qualité du travail, de l'immense travail qui a été fait. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de scellé dans ce dossier. Il n'y a pas de scellé. Par exemple, l'arme que vous avez vue abandonnée au stade, s'il y avait eu des enquêtes sérieuses, l'arme là devait constituer un scellé. Mais il n'est pas là. Elle n'est pas là, cette arme. Tout a été nettoyé. Est-ce que vous vous êtes posé la question ici, parce que ce n'est pas aujourd'hui que les débats ont commencé, de savoir pourquoi le ministère public, qui a ce dossier depuis plus de 10 ans, c'est maintenant qu'il scrute Facebook pour trouver des éléments en vue de confondre les accusés. Les enquêtes continuent, même au cours du procès. Je pense que les enquêtes doivent se poursuivre pour amener des éclaircissements et pour éviter des erreurs judiciaires. C'est justement la preuve que le dossier il est vide. Vous ne pensez pas? Bon, je ne pense pas cela, mais
la nature de la problématique du 28 septembre 2009 et les évolutions qui sont intervenues avec tous les moyens technologiques peuvent amener maintenant à revoir un certain nombre d'éléments pour avoir une précision et une netteté pour éviter de condamner des innocents. Vous ne pensez pas que les débats au prétoire sont devenus une sorte de dialectique, des sens alternés entre vous et nous, dans le but de trouver la vérité? Et explicitez votre idée. Au lieu de discuter des preuves ici, les gens de l'autre côté cherchent à obtenir des preuves à travers d'autres accusés. Tandis que des accusés cherchent également à obtenir des preuves des parties civiles, vice-versa. C'est ça le dialogue en vue de la recherche de la vérité. C'est ça la dialectique. Je pense qu'à l'état actuel, nous sommes qu'à une étape, qu'au début d'un processus judiciaire qui ira de plus en plus en se complexifiant avec certainement des éléments que, à notre niveau, nous n'avons pas pour le moment. D'accord. J'ai constaté que parfois vous avez de la compassion pour les uns et les autres. C'est humain, même moi. Mais vous savez pourquoi moi je n'ai pas d'état d'âme? Si vous n'avez pas d'état d'âme, on peut s'inquiéter. J'ai posé la question si vous savez pourquoi je n'ai pas d'état d'âme. Vous savez, M. Ba? Explicitez votre idée. Parce que les faits sont graves. Les faits qui se sont passés au stade en 2009 ont endeuillé toute l'humanité. Vous avez appris qu'on a parlé de crimes contre l'humanité. C'est vrai. Les faits sont graves parce que les victimes, les proches et les parents des victimes ont été atteints. Et le pays a été profondément atteint. Le peuple de Guinée a été profondément touché dans son honneur et dans sa dignité. Les forces de défense et de sécurité ont eu leur honneur souillé et continuent d'être souillés tant que la vérité n'est pas dite ici. C'est vrai. À cette phase, s'il vous plaît, on va faire moins de commentaires. On va poser des questions. Parce Est-ce que nous sommes à la reprise. Hein. D'accord. On a fini la première séance des questions. Donc, à cette phase, on va limiter les commentaires. D'accord. Poser des questions. Directement des questions. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Donc, vous ne savez pas que l'humanité a droit à la vérité? C'est raison de plus la tenue de ce procès. Vous ne savez pas que le peuple de Guinée a droit à la vérité? C'est affirmatif. Vous ne savez pas que les victimes et les parents des victimes ont droit à la vérité? Affirmatif. Vous ne savez pas que les forces de défense et de sécurité ont également droit à la vérité? C'est nécessaire. Vous savez, M. Ba, est-ce que vous savez que c'est la crème de la magistrature guinéenne qui est devant vous? C'est un honneur d'être en face d'eux. C'est pour vous dire qu'ils n'attendent même pas ce que nous disons, mais ce que nous n'avons pas dit. Est-ce que vous savez? Vous me l'apprenez. En votre qualité de politicien averti, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouviez vous organiser pour confier les destinées du pays à un leader d'une des 4 régions naturelles pour une période bien donnée pour nous éviter ces pertes en vies humaines issues des manifestations? C'est un débat purement politique. Est-ce que vous, en tant que politicien, il vous arrive des fois de penser à la manne financière
qui sort de notre pays et à l'état du pays et des populations. Raison de plus que je fais partie des plus pauvres. Est-ce qu'on pouvait poser des questions qui sont relatives aux faits? D'accord. Merci, Monsieur le Président. Donc, parlons toujours du stade, c'est-à-dire de la théorie du complot. Les échanges vont nous permettre soit de valider ou d'invalider cette théorie du complot. En parlant de la tierce personne, qui n'est plus le pouvoir, ni les leaders politiques. Au stade, Monsieur Ba, Oui. Vous avez dit ici que vous avez vu une arme qui était abandonnée par son propriétaire après usage. Vous maintenez? Non, il faut préciser les choses. Dans la bousculade, quelqu'un détenteur d'une arme, dans la bousculade, la manière dont les choses se passaient, a pu laisser tomber l'arme. Et un de nos maintiens d'ordre l'a pris et je lui ai intimé l'ordre de laisser tomber. Est-ce que c'était le fait du hasard ou est-ce que c'était une machination? Nul ne sait, mais heureusement, ça n'a pas eu de conséquences. C'est une arme quand même. C'est une arme qui était tombée et il l'a ramassée. J'ai dit non, laisse tomber. À une des réponses d'un de vos conseils hier, vous avez dit effectivement vous avez vu des personnes amassées et une fille qui était entourée par des hommes en tenue militaire qui apparemment devaient se faire violer. Vous maintenez? Je maintiens. Ça c'était à la sortie, hein? Ce n'était pas la sortie, le troupe de jeunes gamins. Non, au retour, à votre sortie du stade. Oui. Quand M. Toumba, selon vous, était venu vous chercher, n'est-ce pas? Non, pas Toumba, mais M. Tcheboro. Ah, le colonel Tcheboro. Alors, les personnes amassées là, qu'est-ce que ça veut dire? C'était des jeunes enfants qui s'étaient agglutinés au portail et qui levaient la main comme pour... et qui étaient mis à joue par un militaire qui tenait l'arme et qui pointait l'arme vers eux. Est-ce qu'ils ont tiré à votre présence? Bon, je ne sais pas et ça me frappe, cette scène me revient toujours à l'esprit. Est-ce qu'à votre sortie, vous avez vu un seul corps au stade? Comme je vous l'ai dit, nous étions parmi les premiers à sortir du stade et les circonstances et les bousculades ne me permettaient pas d'avoir une vision très large de l'ensemble de la scène qui se déroulait aux alentours ou à côté. Mais j'ai vu la femme entourée par des hommes en uniforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Dites-moi, Monsieur Ba, quand un proche ou un ami fait un accident dans une voiture qui est convoitée, allez-vous vous préoccuper de sa santé ou vous allez vous préoccuper de l'usage de sa voiture qui est convoitée? Dans le cas d'espèce, il faut s'occuper avant tout de la personne qui a été blessée pour essayer de lui apporter les secours nécessaires. D'accord. Comment vous expliquez l'attitude du général Sekouba Konaté quand son ami a été tiré? Il ne s'est pas occupé de sa santé, mais plutôt le pouvoir. C'est une question dans les circonstances actuelles qui sont au-dessus de mes compétences parce que je n'en sais absolument rien du tout. Comment vous pouvez expliquer sa non-présence, lui et le président Alpha Condé, le jour du 28 septembre 2009, pour un événement aussi important? D'après les informations, il avait une mission à l'intérieur du pays pour le compte du CNDD, en ce qui concerne le général Sekouba. Pour le président Alpha Condé, bien avant la date, il était indiqué qu'il était à New York
en marge de la conférence annuelle des Nations Unies. Eh, monsieur le général Sekouba Konaté. Non, j'ai dit qu'il, d'après les informations, il était en mission pour le compte du CNDD à l'intérieur du pays. On a parlé ici d'un discours qu'il a tenu. Est-ce que vous savez que ce discours n'a pas été tenu le 28 septembre 2009? Je ne me suis pas intéressé de très près aux activités des membres du CNDD. Parce que vous avez dit ici que le fait que les militaires guinéens, avec la guerre qu'a connue les 3 pays qui nous entourent, pouvaient nouer des contacts avec des anciens rebelles et maintenir ce contact-là jusqu'à maintenant. J'ai même dit oui, c'est une piste à exploiter avant-hier dans nos échanges. Est-ce que vous savez que l'ULIMO a côtoyé les populations de Massanta, y compris moi? Je le sais pertinemment et c'est l'une des actions comme ministre que nous avons eu à résoudre. Et grâce à Dieu, en restituant les corps des 8 jeunes gens originaires de la forêt qui ont été massacrés au mois de novembre 2020 à Koza, et en le faisant avant le décès du général Lansana Conté et en agissant de la manière la plus ingénieuse pour rapprocher les populations concernées, notamment de la forêt, nous avons contribué à désamorcer l'une des bombes qui étaient les plus dangereuses et qui pourrait éclater et mettre le pays à feu et à sang. C'était les prolongements de la guerre civile du Libéria et de la Sierra Leone dans notre territoire. Et cette action, on l'assume et nous avons contribué à faire que l'arrivée du CNDD n'a pas occasionné des règlements de compte ou un bain de sang quelconque. Vous vous rappelez de l'agression de la Guinée en 2000? Bien entendu. Vous savez que le général Sekouba Konaté était à Massanta avec... il était commandant des troupes aéroportées, basées à Massanta, à Floya. Je l'ai appris par la suite. Est-ce que vous savez qu'il a noué de fortes relations avec l'ULIMO? Vous savez, vous me faites rentrer l'ULIMO, le Libéria, la Sierra Leone. Il y a eu tellement de connivences qui ont fait que les populations, certaines parties de la population de la Guinée forestière, a protesté pour indiquer qu'ils ne veulent de près et de loin ne pas être associés à la guerre civile du Libéria et de la Sierra Leone. Et la manifestation et les réclamations de certains jeunes originaires de la forêt, c'était de dire qu'ils ne veulent pas d'une présence étrangère qui sème la terreur dans un autre pays limitrophe, ce qui leur a valu d'être sauvagement abattus le 8 novembre 2000 à Koza. Est-ce que vous savez que son séjour à Massanta, le 28 septembre 2009, c'était pour verser les émoluments pour service rendu au chef de l'ULIMO qui était basé là? Vous me l'apprenez. Monsieur Ba, vous étiez le président de l'organisation du mouvement, puisqu'il était question de vous faire entendre par l'opinion nationale et internationale. Est-ce que vous avez informé les représentations diplomatiques en Guinée à l'époque? Nous avions un contact étroit avec le groupe international de contact qui était présidé par à l'époque, je crois, M. Ibn Chambas, et qui avait comme coprésident M. Fall de l'Union africaine, et toutes les autres organisations internationales avaient leurs représentants, M. Saïd Djinit, etc., etc. Donc, la Guinée, au cœur de cette affaire, était en relation étroite avec les représentants de plus haut niveau de la communauté internationale. Quand vous les avez informés verbalement ou alors par écrit? Ils savent, ils suivent les actions des forces vives, puisque les forces vives étaient l'interlocuteur privilégié de la communauté internationale afin de faire que la transition puisse suivre un cours plus ou moins normal. Est-ce qu'à l'époque, vous saviez les rapports étroits entre le candidat Alpha Condé à l'époque et M. Bernard Kouchner?
Je sais que ce sont des condisciples de l'école du lycée. Comment vous avez trouvé qu'après les élections présidentielles, que M. Sidia, qui devait venir en deuxième position, après Elaz... Des questions relatives aux faits, s'il vous plaît. Je suis dans la théorie du complot, M. le Président. Des questions relatives aux faits. D'accord. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Comment vous trouvez la non-inculpation du général Sekouba Konaté et sa non-présence à cette barre? Ça n'a pas trait à ces faits-là. Posez des questions relatives aux faits. D'accord. Monsieur le Président Baouri, comment il y a un des conseils qui vous a posé la question, qui vous a dit que les deux personnes que vous avez trouvées à la clinique Pasteur, effectivement, Marcel était parmi eux. Vous avez dit d'accord. Ambroise Paris, vous avez dit d'accord. Est-ce qu'on ne cherche pas toujours à ce que vous vous dédiez? Bon, je ne sais pas. Je ne connais ni le nom des deux personnages qui étaient en face de nous, Ambroise Paris. Si d'autres ont des informations attestant que c'est l'un des personnages et M. Guy Labougui, peut-être qu'il a des informations que je n'ai pas. Ouais. Et vous maintenez que la personne que vous avez vue là-bas était un homme costaud. Une autre question, s'il vous plaît. Maintenant, Monsieur le Président, au nom de la défense de Marcel, nous avons une demande. Vous avez? Une demande de mise en liberté. Ce n'est pas la période. Hein? Il n'est pas à la barre. Marcel n'est pas à la barre. Je ne voulais pas rater cette occasion, Monsieur le Président. Passez le micro, s'il vous plaît. Qui d'autre? Oui, Monsieur le Président. Des questions de précision, Monsieur le Président. Président Baouri, je ne voudrais vraiment pas poser de questions maintenant, mais vous venez de donner une réponse à une question qui vous a été posée par mon distingué confrère. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous maintenez que vous auriez trouvé un des manifestants qui aurait ramassé une arme par terre et que vous l'auriez intimé l'ordre de laisser tomber? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? C'est une déclaration qui est... Oui, si vous maintenez cette déclaration, faite par vous à cette barre. Oui, ce que j'ai dit, je le maintiens. Vous maintenez ça? Vous avez aussi continué en disant que c'était une arme oubliée qui aurait été oubliée par un militaire. Je n'ai pas dit oubliée. Qui aurait été abandonnée, alors? Je ne dis pas abandonnée. Qu'est-ce que vous dites alors? C'est tombé par terre, dans la bousculade, une arme peut tomber. Voilà. Est-ce que la question qui se pose maintenant est de savoir, est-ce que le commissariat de Bellevue défoncé, le commissariat de Bellevue attaqué par certains manifestants, cette arme-là n'est pas une des armes récupérées par les manifestants et étant au stade, à l'intérieur du stade, ils l'ont utilisé parce que les militaires n'abandonnent jamais leurs armes. En insistant sur cet aspect, je me rends compte qu'un fait que je considérais comme étant banal suite à la bousculade, peut-être que c'était un gros piège
pour nous faire porter le chapeau de ce massacre et que ça serve de prétexte à ce qu'on soit arrosé par une mitrailleuse en disant que l'un d'entre eux avait une arme. Il y a une difficulté à propos. Puisque en intimant l'ordre à un des manifestants de laisser tomber cette arme, vous êtes sortis en même temps, oui ou non? Sortis en même temps, c'est-à-dire? Je voudrais dire que quand vous avez intimé l'ordre aux manifestants qui avaient ramassé l'arme, à ce moment-là... de laisser tomber, s'il vous plaît, laissez-moi finir, de laisser tomber cette arme, vous êtes sortis au même moment ou bien vous êtes restés là pour surveiller l'arme? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes restés là pour surveiller l'arme, pour ne pas qu'on en fasse un usage? Monsieur Baouri, c'est la question. Maître Koulemou. Oui. Dans la bousculade, dans l'échauffourée, alors que El Selou était déjà à terre, que nous avions déjà reçu des coups, qu'un de nos militants essaye de prendre une arme qui était par terre. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'avoir toute la lucidité pour lui intimer l'ordre de laisser tomber, de ne pas de mettre ça à terre. Et ce n'était pas une question d'armes qui nous intéressait à l'époque, puisque c'était nos vies qui étaient en danger. Très bien. Vous reconfortez. Vous reconfortez la position selon laquelle, lorsque vos manifestants sont arrivés au commissariat du rond-point de Bellevue, ils se sont servis en armement. Ce sont ces armes-là qu'ils ont amenées au stade. Puis, la question, s'il vous plaît. La question est de savoir, Monsieur le Président, oui ou non, vous n'avez pas la suite lorsque vous avez intimé l'ordre à un de vos militants de laisser tomber l'arme, puisque vous n'étiez plus là. Vous n'avez pas suivi la suite. Le massacre avait déjà commencé. Justement. C'est pourquoi vous reconfortez. Non, je ne reconforte rien du tout. Parce que le massacre avait déjà commencé, comme vous le dites. Et voilà une arme qui est là, qui traîne par terre, selon vous. Qui ne traîne pas par terre. Monsieur Ba, s'il vous plaît, attendez la question. D'accord. Allez-y, posez votre question. Merci, Monsieur le Président. Voilà une arme qui est là. Un de vos militants la récupère. Vous intimez l'ordre à ce dernier de laisser tomber l'arme. Mais vous n'êtes pas resté, oui ou non, pour surveiller. Parce que vous avez continué votre semaine. Il a déjà répondu à cette question. Une autre. Autrement dit, la question suivante est de savoir cette arme-là, oui ou non, a servi à une autre personne. Je ne me suis pas préoccupé de savoir si le propriétaire a récupéré l'arme ou pas, parce que c'était la vie des gens qui étaient autour de moi qui m'importait plus que la question de l'arme. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? Vous qui convoquez à manifester, vous qui invitez la masse à manifester, ils viennent, vous trouvez une arme par terre. Alors qu'il y avait des hommes de troupes... Pardonnez-moi, pardonnez, je vais finir, s'il vous plaît. C'est que ne faites pas trop de commentaires, posez la question. Il n'y aura pas de commentaires, Monsieur le Président. Vous avez invité la masse à manifester. Ils se sont présentés. La population est venue sur les lieux. Il y a une arme. Un de vos agents prend cette arme, vous lui donnez l'ordre de déposer.
il dépose l'arme. Vous, vous abandonnez l'arme, alors que, oui ou non, vous aviez la possibilité de récupérer cette arme pour ne pas qu'on en fasse un usage contre vos manifestants. Je ne sais pas comment vous expliquer qu'au moment où les autres leaders étaient déjà en train de partir, qu'elle a gisé à terre et que d'autres avaient reçu des coups, qu'une arme tombe ou est trouvée par terre et un de nos maintiens d'ordre tente de le prendre, je lui donne l'ordre de laisser tomber. Est-ce que ma préoccupation devrait être de savoir comment conserver cette arme au risque de se faire assassiner immédiatement? Vous ne pensez pas que cela constituait un danger? Mais le danger, s'il vous plaît. Vous tournez autour de la même question. Monsieur Ba, peut-être c'est la dernière question. Peut-être c'est la dernière question. Est-ce que, encore une fois, vous maintenez la déclaration selon laquelle les autorités communales avaient invité les organisateurs de la manifestation prévue pour le 28 septembre de surseoir en raison principalement du fait que le nombre des agents de sécurité qui devraient assurer votre sécurité était insuffisant. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Vous avez rajouté un terme qui n'était pas contenu dans la lettre-réponse de la commune de Dixine, de surseoir. Il n'y a jamais eu un terme de ce genre. Ils ont tout simplement noté ou indiqué le nombre de personnes, puisqu'on leur avait demandé cela. Ils ne possèdent pas suffisamment de moyens pour garantir la protection et la sécurité de tous les manifestants. Et dans de telles circonstances, comme la commune, elle est sous la responsabilité ou la tutelle du gouvernorat et par conséquent du ministère de l'Administration, des Affaires politiques et autres, et en tant que tel, et dans le pays, et il y a un gouvernement et un pouvoir exécutif, ils avaient la possibilité de réquisitionner d'autres forces qui n'appartenaient pas ou qui n'étaient pas liées à la commune pour assumer leur rôle de protection et de sécurisation d'une manifestation qui était autorisée. Monsieur Ba, je pense que les autorités communales sont mieux indiquées d'assurer la sécurité des manifestants lorsque cette manifestation se tient dans leur juridiction, dans leur périmètre. Le maire a aussi un rôle qui lui confère la possibilité d'appeler d'autres renforts ou d'être épaulé par d'autres forces qui ne relèvent pas de sa commune. Monsieur Ba, enfin, outre le fait que le maire vous invite à surseoir. Non. Vous invite au fait que le nombre des agents de sécurité était insuffisant pour assurer votre sécurité. Vous avez certainement entendu, étant un homme prudent, étant le président du comité d'organisation, le communiqué du ministre de l'administration du territoire
et des affaires politiques. Oui ou non, Monsieur Ba, ce communiqué a été rendu public à la RTZ. Je n'ai jamais entendu ce communiqué et je pense que dans les circonstances exceptionnelles de l'époque, ce n'est pas par un simple communiqué qu'il fallait agir. Est-ce que vous savez à l'époque que la Constitution était suspendue? La suspension de la Constitution oui, n'enlève en rien le fait que les dispositions ou tous les traités ratifiés par la République de Guinée demeurent valides. Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. La suspension de la Constitution ne signifie pas l'invalidité de tous les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme que la République de Guinée a ratifiés. Ah, c'est pourquoi vous insistez sur le droit de manifester, le droit de manifester? Non, il ne faut pas mélanger les périodes. Non, mais c'est ça. Puisque la Constitution, la suspension de la Constitution, à l'époque, n'avait aucune incidence sur ce que vous appelez le droit de manifester. Bon, le droit de concernant à l'époque, au moment des faits. Il ne faut pas mélanger les choses. Non, je veux savoir, M. Ba. À partir du moment où le CNDD lui-même organise des manifestations un peu partout dans le pays pour faire valider une thèse qui n'avait pas l'assentiment de la majorité de la population, de grâce, il faut accepter par conséquent la légitimité des forces vives nationales d'organiser cette manifestation le 28 septembre 2009 et qui a été autorisée parce que la mairie n'a pas dit non. La mairie fait ressortir ses faibles moyens, un point, un tiré. Est-ce que la mairie, en faisant ressortir ses faibles moyens, qui l'empêchaient d'assurer votre sécurité, en prenant l'initiative, vous, le comité d'organisation, c'est-à-dire d'assurer... Attendez la question, s'il vous plaît. D'assurer vous-même, à la place de l'État, à la place des autorités communales, votre propre sécurité. Vous n'étiez pas en train de désobéir, Monsieur Ba? C'est au pouvoir exécutif, au gouvernement, d'assumer ce que vous êtes en train de dire. C'est dans l'ordre naturel des choses. Et le fait de ne pas le faire a montré une faillite des dispositions ou des institutions en charge de protéger et de sécuriser la population. Donc, la faute est du domaine de l'État. La mairie, par prudence, a montré ses limites pour se protéger et décliner toute responsabilité par rapport peut-être à ce qui était déjà en l'air, pour indiquer si cela arriverait, ce n'est pas nous, c'est d'autres qui sont responsables. Dernière question, Monsieur Ba. Oui ou non, c'est vous qui avez été à l'origine, c'est vous qui avez provoqué ce qui est arrivé au 28 septembre, au stade du 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission, tout chef de l'État a une obligation de veiller sur sa population, d'assurer sa sécurité, d'assurer l'intégrité du territoire national. S'il faillit à ça, il a failli à sa mission. Très bien. Cette réponse m'amène à vous poser une autre. Ah oui, cette réponse silence dans la salle, s'il vous plaît. Cette question m'amène à vous poser une autre. Monsieur le Président, à travers tout le monde entier, je dis bien tout le monde entier, vous avez vu un chef d'État faire appel à un quelconque militaire ou civil
de tuer, de tirer sur sa population? Donnez-moi un exemple. Malheureusement, surtout dans le monde contemporain, c'est ça qui est le plus fréquent un peu partout dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est regrettable, et c'est ce que nous ne voulons plus en République de Guinée. Justement, c'est ce qui ne s'est jamais passé d'ailleurs en République de Guinée. Une autre question, s'il vous plaît. Je suis désolé de dire que le 28 septembre... C'est bon, une autre question. Comment? Je voudrais juste, M. Ba, par rapport aux événements qui nous mobilisent par devant ce tribunal, vous faire comprendre que tout ce qui est arrivé... Est-ce que c'est une question? Oui, Monsieur le Président. Posez-la alors. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Oui, oui. Que tout ce qui est arrivé au stade du 28 septembre, les forces dites vives à l'époque sont bel et bien les initiateurs et les provocateurs. Merci, Monsieur le Président Zanefini. Je préfère ne pas répondre. Ce n'est pas une question. La défense n'a plus de questions. Partie civile, ministère public. Vous pouvez disposer, M. Ba. Merci. Cette affaire est renvoyée au 27 mars 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.